Bonjour à tous, c'est Philippe Guilloire de Trek Eco sur Vie Aventure. Nous voici dans la deuxième partie de cette vidéo sur les pissenlits. Si vous n'avez pas vu la première partie, ce n'est pas grave, vous pouvez la voir après. Les deux parties se complètent. Dans celle-ci, vous verrez des images beaucoup plus approfondies de la plante, évidemment avec une explication détaillée de ce que vous verrez. Et en même temps, je vous ai réservé une petite surprise. Vous y verrez l'ouverture, le développement de la fleur de pissenlit le matin au soleil. Vous verrez, c'est vraiment magnifique. Voilà. À la fin de la vidéo aussi, je vous invite à regarder l'emploi qu'on peut faire des pissenlits, mais je crois que vous connaissez tous plus ou moins une manière de l'utiliser. Allez, je vous laisse regarder cette vidéo. C'est à la fin de l'hiver que les clairières, les prairies ou les chemins se parent de multitudes de fleurs jaunes appartenant au pissenlit. Son nom latin est Taraxacum dans leonis, qui se traduit littéralement par pissenlit aux dents de lion, ce qui correspond, nous le verrons tout à l'heure, à la forme et à la denture de ses feuilles. Cette plante pousse pratiquement partout sur Terre, en très grand nombre. C'est à croire que la nature n'a pas voulu que ni l'homme ni l'animal ne meurent de faim en permettant à cette plante une dissémination aussi importante. Sa floraison est très importante à partir du mois de mars, mais elle se prolonge tout au long de l'année jusqu'à l'hiver, dans une moindre quantité bien sûr. Le dent de lion pousse toujours en rosette au niveau du sol. C'est là où rayonnent toutes ses feuilles, avant qu'il ne fasse rapidement une tige pour fleurir. Regardez comme celui-ci est beau. Les pissenlits aiment le soleil et une bonne terre dans laquelle ils peuvent enfoncer leurs racines. C'est ainsi que très rapidement ils forment des petites pousses en forme de toutes petites tomates vertes au niveau du collet de la plante, prêtes à donner ensuite des bourgeons haut placés sur une tige qui fleuriront dès que le soleil brillera et chauffera suffisamment. C'est là qu'apparaît une des caractéristiques du dent de lion. La partie qui tient la fleur, qu'on appelle involucre, est composée de deux sortes de feuilles différentes, appelées bractées. Une appliquée contre les fleurs et les autres plus bas, libres et dirigées vers l'extérieur. Chaque pied est formé d'une rosette de feuilles et d'un nombre assez important de tiges supportant un capitule fleuri seulement. Chaque tige mesure entre 10 à 20 cm de hauteur, elle est ronde, verte et creuse et ne porte jamais de feuilles. Lorsqu'on la brise, un léger latex blanc s'échappe de la cassure. Ce qu'on appelle habituellement les fleurs de pissenlit sont en réalité une concentration de petites fleurs, les unes à côté des autres, en forme de lanière ou de ruban. La plante est hermaphrodite. Cela veut dire que chacune des fleurs, chaque ruban, contient à l'intérieur d'elle-même des organes mâles et des organes femelles. Au vu du nombre de fleurs qu'il y a dans chaque capitule, on imagine le nombre de graines que cela représente une fois que ces fleurs sont fécondées. Chaque floraison donne lieu ensuite à une multitude de pompons blancs qui ne sont autres que des graines attachées à leurs aigrettes en forme de parapluie. Voici d'ailleurs à droite une de ces graines avec son support qui l'emportera au loin grâce au vent. Ici, la rosée du matin s'est déposée sur ce pompon formé de toutes les aigrettes. Pour reprendre ce qui caractérise le dent de lion, ses feuilles sont allongées, portées par une nervure centrale importante. Elles sont pratiquement glabres et découpées des deux côtés de la nervure centrale en petits triangles, la plupart du temps opposés. Les racines sont importantes et s'enfoncent profondément en terre quand elles le peuvent.
Elles sont de type pivotante, c'est-à-dire qu'elles forment une espèce de grand tronçon principal à partir duquel des radicelles ainsi que des racines secondaires au bout de plusieurs années vont chercher leur nourriture le plus loin possible. Le dent de lion est une plante vivace qui repousse chaque année à partir de ses propres racines. Elles s'épaississent de fait naturellement, en formant de nouveaux collets. On mange de cette plante, crue ou cuit, aussi bien les feuilles, les racines, les bourgeons comme les fleurs. On sait depuis longtemps d'ailleurs que sa consommation favorise les fonctions des reins et du foie. Voilà, ma salade de pissenlit est préparée. J'ai mis des petits carrés de gruyère dedans. Alors je sais, tout le monde connaît la salade de pissenlit, donc je ne vais pas vous la présenter bien longtemps. Je vais juste vous donner des tout petits détails qui peuvent peut-être, je dirais, rassurer ou aider certains à modifier parfois des choses, à faire des petits changements, des choses nouvelles. Vous pouvez absolument toute l'année ramasser le pissenlit et en faire de la salade. Il n'y a pas d'époque de l'année où les pissenlits ne sont pas bons à manger. Ils sont bons toute l'année. Je vous l'ai dit, il n'y a que en été où ils sont un tout petit peu plus amers, mais surtout la racine. Les feuilles, c'est toute l'année qu'elles sont très légèrement amères, mais pas beaucoup. Si vous avez goûté la porcelle crue, vous verrez qu'il y a une grosse différence entre la porcelle et les pissenlits. Alors vous avez vu, je mets aussi bien les fleurs que les bourgeons. Au niveau énergétique, je vais juste vous donner quelques petites, je dirais, renseignements. Les bourgeons sont beaucoup plus énergisants que les fleurs. Les bourgeons sont très bons. En général, ils sont au-dessus du collet de chaque pied. Donc ils poussent comme des petites boules. Mettez-les dans la salade parce que ça, c'est vraiment très énergisant. Tout ça pour vous dire que les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, toutes les substances qu'on appelle nutritives qui sont dans les plantes sauvages, donc c'est très différent des plantes cultivées, même bio, ont une capacité de régénération qui leur sont propres, qui n'a rien à voir avec celles qu'on trouve dans les légumes qu'on achète sur le marché ou toute plante cultivée. Je vous ferai une vidéo sur ça pour bien vous expliquer, pour que vous puissiez le comprendre et peut-être ensuite le constater, car c'est quelque chose qui ne peut que se constater, qui ne peut pas se présenter. On ne peut pas avec un microscope montrer exactement comment ça se passe dans le temps, parce que c'est à l'intérieur de nous que ça se fait, donc c'est des choses cachées si vous voulez. Par contre, vous pouvez en ressentir les effets, ça oui. Voilà, c'est pour ça que souvent j'incite tous ceux qui m'écrivent, et globalement dans les vidéos, j'incite tout le monde à prendre l'habitude de ressentir ce qui se passe en eux pour savoir ce dont ils ont besoin et faire face à leurs besoins et non plus à leurs envies. Parce que quand on écoute son corps, on a beaucoup moins d'envie. Vous comprenez? On a beaucoup moins d'envie et on s'attache moins à manger des saletés, genre bonbons, chocolat, pâtisserie, etc. Ça ne veut pas dire que ce soit fondamentalement mauvais. De temps en temps, on peut en manger, c'est pas le problème. Mais lorsqu'on se déporte sur des choses comme ça, c'est qu'intérieurement il y a quelque chose qui ne va pas, et donc on cherche à s'équilibrer avec des choses extérieures qui ne sont pas naturelles. Mais donc si vous consommez suffisamment d'aliments végétaux, naturels et sauvages, vous verrez que ces petites diversions
diminue énormément, au point même de disparaître complètement. Voilà, mais ça, bon, il n'y a que ceux qui en mangent régulièrement qui peuvent vraiment le vivre et en parler. Je vous souhaite bon appétit, je vais manger ma salade. En général, essayez de la manger assez rapidement une fois que vous avez ramassé vos pieds de pissenlit, parce que l'énergie met pas très longtemps à partir de la plante. Donc il faut que vous la consommiez tant qu'elle est dedans. Voilà, hein, on parlera de tout ça d'autres fois encore. Une autre utilisation du pissenlit, donc dans ce cas-là, on va utiliser les racines. J'ai fait sécher un petit peu au soleil des racines que je vais ramasser. Et je viens de les couper en tout petits tronçons avec un sécateur ou avec un couteau, mais avec le sécateur ça va mieux. Et ce que je vais faire maintenant, je vais les mettre dans ma petite marmite là. Et je vais mettre à brunir ces racines sur mon poêle à bois. Hein, donc je le fais bien chauffer et je le mets sur le poêle et bon bah je remue la petite marmite jusqu'à ce que ça devienne un peu brun. C'est l'intérieur, vous avez vu l'intérieur de la racine est blanc. Quand cette couleur commence à passer légèrement au marron clair, c'est bon. Là vous avez vos racines qui sont à peu près torréfiées. C'est le goût de la racine, amère évidemment, légèrement cuite, qui fait qu'ensuite on va obtenir une espèce de substance qui correspond un peu au café. Vous verrez, c'est pas tout à fait comme le café, mais ça peut faire office. Voilà. Alors après, une fois que je vais les avoir fait un peu roussir sur le feu, je vais les passer au moulin à café. Voilà, je vais les réduire en poudre. Bon, je vais le faire. Voilà, une fois que je les ai fait bien brunir, même s'ils grillent un petit peu, c'est pas bien grave. Donc j'ai rajouté d'autres petits bouts de racines après. En fait, cette manière de faire, elle est identique pour pratiquement toutes les racines. C'est-à-dire que vous utilisiez par exemple de la porcelle, du pissenlit, ou bien toute autre racine qui peut légèrement se griller, vous pouvez faire exactement la même chose. C'est-à-dire que celles-ci, à partir du moment où elles sont amères, vous pouvez en faire une espèce de café, faire des mélanges. Donc là, ici, j'ai mis d'ailleurs une autre racine, je ne sais pas si c'est de la porcelle, je ne me rappelle pas. Voilà. Bon, eh ben on va faire comme dans l'ancien temps. Enfin, moi je ne l'ai pas fait, mais... Alors, une petite chose, pour ceux qui l'ont jamais fait, une petite chose qui est vraiment agréable, c'est que quand vous faites griller les racines, par contre, ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Voilà, j'ai fait bouillir de l'eau que je viens d'apporter. Je vais y mettre ma chicorée, mon café plutôt de pissenlit. Voilà, il y a à peu près deux... Non, je vais le mettre dans ma tasse. Il y a à peu près deux cuillères à café dedans. Donc je vais les mettre. Voilà, je vais tout mettre. Voilà. Et je verse mon eau. Voilà. Hop. Une assiette dessus. Et je laisse infuser 10 minutes, comme quand je fais une tisane. Allez, on va se boire ce
café de pissenlit. Voilà, je l'ai mis dans cette petite tasse parce que c'est plus facile à verser et puis je voulais qu'on voie bien ce que ça donne. En tout cas, comme vous pouvez le constater, ça en a la couleur. Alors comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez le faire avec toutes sortes de racines. On fait pareil avec les racines de chicorée. Les chicorées sauvages ont un goût qui est un petit peu différent. Chaque racine a un petit goût différent, mais vous pouvez les mélanger, comme ça vous donnera un aperçu global de ce qu'on peut avoir comme café. Bon voilà, moi ça me suffit largement là. Alors, on sent bien l'amertume, comme le café. Bon, moi je suis pas un grand amateur de café, il faut que je mette du sucre dans le café systématiquement, donc je mets un sucre ici. Mais ça ressemble assez au café, c'est vrai. Là, du coup, c'est beaucoup mieux là. Du coup, les racines que j'ai mis à griller là, j'ai mis donc surtout du pissenlit et j'avais un petit peu de chicorée sauvage que j'avais fait sécher exprès, donc je les ai mélangés un petit peu et le mélange est heureux hein, à mon avis. Je pense qu'on pourrait l'améliorer en y rajoutant un tout petit peu de réglisse. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le matin, c'est vraiment c'est un remplaçant véritable du café parce que ça vaut vraiment le coup. C'est agréable à boire et puis ça a l'avantage surtout, c'est que ça ne contient pas les substances toxiques qui sont contenues dans le café ou le thé d'ailleurs. Il y a essentiellement, je ne veux pas dire des bonnes choses, mais presque. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous invite tous à faire comme moi, à essayer de vous approcher un petit peu plus des plantes sauvages. Je ne dirais pas à les apprivoiser, mais au moins aller vers elles, de telle sorte qu'elles aussi puissent un petit peu aller vers vous. Voilà. Je vous dis à toutes et à tous au revoir, et à bientôt dans une prochaine vidéo.